ويد سيدي غادي تولين الزول ونصوف في يسوان سلفحظة مقارنة دملالي ذوان إثم الديث بوسا تمديث بوسا غادي ناوي أول غافينيك شدن غافو صادوفنا غاف القانون لوك الديانة نزرع ذاكني ماني قاعدان في سعيد جاب الخير مي بظن تيكتيونا عدان تدي شرع المقل أنا تيكشو دي قار القانون بعد لارتيكل 144 بيس 2 أم كي صوضنا رصانت داخل تيسنات المقر ثمن دوتنا لا كونستيتيسيون تمورت قسمي دي 63 الا متسوره شو تقارن تسداخل المقر لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم ذا شو دا يتقار المقر ذا غناتيك غير دينك وذا القانون ذا شو دا يتقارن انشتاقي الى قص بوساكيني ادنساس كلش القاعه معنى المقل ماشي سحولفان ماشي سهول انا نتمقل تيلوفا ماشي نتمقل العقل en raison avec le cerveau ماشي avec les sentiments تيلو فيه الشبان تيجيني الى قدر سنتر طابله الى قدر غنبوس سناوناس نفكوان يوكنا غتفكن ثابو غليسن وغتفكن اش توالين دي تمسات الشبان تاكي لا يوثن تمطوث تميروث فيلوزوف اسلامولوج تاكي مسا رازقه عدناني اذا نتاثر غدير نطاس غا في السقسيننا مسا رازقه عدناني الزول في العام بونجور دي كمال ثاني ثم قرانتي ميت قبل ضد في سقسينا هذا اد الزوير اول ذا شو ذا حلفينم يمثل لو جوجمون يدير فان ميغال سعيد جاب الخير ثلاثه سكواس الحبس ياخذ 50000 دينار داموند. L'affaire de Saïd Belkhir a choqué tout le monde. Le verdict était très lourd et très sévère, 3 ans de prison avec 50 000 dinars d'amende. Donc c'était très lourd et très sévère. Et ça a choqué tout le monde étant donné que c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la pensée libre, et c'est une atteinte aux droits de l'homme également. C'est un procès ou c'est un verdict qui a été prononcé conformément à l'article 144 bis du code pénal algérien. Cet article qui a été ajouté au code pénal algérien en 2011. Cependant, ce qu'il faut savoir, que si les Algériens ont été choqués, en réalité, ce verdict normal, on peut dire que le commencement ou ce qui s'est passé c'est une conséquence à ce qui s'est passé il y a quelques mois au sein de la Constitution. Donc, je viens de dire que l'article 144 bis 2 a été... قبل الدواوي غوال غا في الارتيكل اللي خاطر الارتيكل 142 بيس دو كود بينال اكس واحد منهم 2011 ذينا كلا كلش اش وقبل نوضر واش تاكيني هذا تمثلت النظام على حسابي مما مقلوب ام كي دي فلا ام كي ما مقل اللي قمزرو دي ليستوار اسكو دي بروبليم باراي غادي نديروا النار اسكو ليبوك دي عباسي دي زومياد العباد ساعه زرفت فكنت خمام من سن نا سي كيك شوز دو نوفو اني ذا ستاغني لا سيتوياسيون غير كي راك مثلا تخمام من سن يحبس وقلنا قبل ندف الحو ثالوث. Vous voulez dire, est-ce que les choses ont changé depuis l'époque des Omeyyades? C'est-à-dire, même مقل أي نقدر أنا كسب بساقينية. Est-ce que c'est خاطرنا l'impression أقلق هذه l'époque تقديمين ماشي en 2021. Oui, d'accord. Et il faut savoir que dans le cadre de la pensée libre au sein de l'histoire de l'islam, entre le 8e siècle jusqu'au 12e siècle, il y a eu, en tout cas à Bagdad, une certaine liberté de conscience, une liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, qui était assez importante, même si ça ne concernait pas tous les milieux, mais il y avait au moins au niveau de la cour même du calife Al-Ma'moun, il y avait cette liberté de s'exprimer qui a permis à la civilisation musulmane de se construire. Une civilisation ne se construit que dans une société où il y a une liberté de s'exprimer et la liberté de penser. Dans une société où il n'y a pas de liberté de penser, cette société ne peut pas construire une civilisation. Cette société ne peut pas se construire. Donc,
à cette époque-là, il y avait cette liberté de penser. Il y avait des discussions, des controverses, des disputations un peu partout dans l'empire musulman de l'époque. Cela se passait dans les cafés, chez des individus, même au sein de la cour du calife lui-même. Donc, il rassemblait les intellectuels, il rassemblait les philosophes pour discuter de tout, et notamment des questions de la religion. Donc, la civilisation musulmane a prospéré à ce moment-là, entre le 8e siècle et le 12e siècle. La civilisation musulmane a connu un déclin. Donc, elle est rentrée dans le déclin à partir du XIIe siècle. Ce déclin est dû au fait que, justement, les musulmans ont décidé de mettre fin à cette liberté de penser. Autrement dit, les littéralistes, les fondamentalistes, les salafistes ont pris le dessus sur les libres penseurs. Ils ont imposé leur façon de voir et ils voulaient mettre fin à la liberté de penser et à mettre fin à la liberté de raisonner ou la liberté de penser d'une manière rationnelle. Comme je l'ai dit dans mes écrits, c'était le déclin de la civilisation qui est dû au déclin de la pensée. Autrement dit, c'était la défaite de la pensée libre, la pensée créatrice, la pensée rationnelle qui a conduit au déclin de la civilisation musulmane. Depuis, les musulmans ont vécu dans une longue période de décadence qui a duré jusqu'au 19e siècle. À ce moment-là, c'était la période de la Nahda. La Nahda, qui est en arabe, c'est un terme arabe qu'on peut traduire par renaissance ou réveil. Cette Nahda a essayé, les acteurs de la Nahda, à partir du début du 19e siècle, ont essayé de relancer la civilisation musulmane en relançant évidemment cette liberté d'expression, cette liberté de penser. Penser logiquement, penser d'une manière rationnelle, mais cela n'a pas duré longtemps. Vers 1950, c'était déjà la défaite de la Nahda. Donc, essayez juste de voir, entre le 8e siècle jusqu'au la fin du 12e siècle, je dirais jusqu'à la fin du 12e siècle qui coïncide avec la mort d'Averroès. Toute cette période-là, c'était la période de la liberté. Ensuite, il y a eu une grande période du déclin qui a duré aussi environ 6 siècles. Ensuite, c'est la période de la Nahda. Mais la Nahda n'a pas duré plus d'un siècle et demi, pas plus d'un siècle et demi. Donc, la période de la prospérité de la pensée lors de la première période était beaucoup plus longue que la période de la Nahda qui a duré à peine un siècle et demi. Et on rentre à nouveau dans une forme de déclin où le salafisme, le fondamentalisme, qui sont le littéralisme, qui sont des courants de la pensée musulmane, qui se sont positionnés contre la pensée libre, contre la pensée rationnelle, contre la pensée créatrice. Les deux principes qui se sont imposés, qui sont des principes de salafisme et de littéralisme. Le premier est celui qui dit que la religion est une question de cœur et non de raison. Comme on le dit en arabe. Donc, la religion est une question de cœur et non de raison. Autrement dit, un musulman, il prend la religion telle qu'on la lui présente, il l'aime telle qu'on la lui présente, mais il ne la pense pas, il ne la réfléchit pas. Évidemment, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les musulmans non seulement ne réfléchissent pas, mais commettent des erreurs et des contradictions avec leur propre religion. Le deuxième principe, qui est un principe salafiste, qui dit que la vérité existe chez les salafs. Donc, seuls les salafs, les prédécesseurs, détiennent la vérité. Donc, les musulmans qui veulent la vérité, ils doivent regarder vers les salafs. Chez les salafs, seulement, ils pourront trouver la vérité. Donc, ces deux principes ont bloqué
la pensée musulmane, la pensée des musulmans. Et comme il faut savoir une chose, que la pensée est un tout indivisible, autrement dit, on ne peut pas avoir une pensée qui est critiquée, décriée, accusée, considérée comme une menace pour la religion, dans le domaine de la religion, et croire qu'elle va prospérer dans le domaine de la science. Il est impossible. La pensée est un tout, c'est un bloc. Soit elle est respectée, elle est honorée, on lui donne sa valeur, on lui permet de s'exprimer, et elle va s'exprimer dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, mais dans le domaine de la science aussi, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de l'art. Soit elle est accusée, considérée comme une menace, considérée comme quelque chose de mal dans le domaine de la religion, et cela va se répercuter sur les autres domaines. Donc aujourd'hui, ce que l'Algérie a vécu hier, c'est quelque chose de très grave, car l'Algérie a décidé, encore une fois, dans l'histoire des musulmans, là on a encore cet événement, c'est pour cela que je dis encore une fois, on a décidé de considérer cette pensée libre, cette pensée créatrice. Créatrice, ça veut dire tout simplement, elle dit des choses nouvelles. Créer quelque chose, on crée quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Donc cette pensée créatrice, cette pensée rationnelle vient d'être accusée au niveau du tribunal algérien comme un mal qu'il faut combattre. Et celui qui représente aujourd'hui cette pensée dans ce tribunal, évidemment, c'est Saïd Djibril, et on l'a accusé, on l'a condamné à 3 ans de prison et 50 000 d'amende. En réalité, c'est la pensée qu'on a condamnée, c'est la pensée libre, c'est la pensée créatrice, c'est la pensée qui s'exprime. Donc on est devant une autre défaite de la pensée libre et créatrice, bien que justement, dans notre... Razika, Oui. est-ce que le vrai problème, il vient justement le rejet de l'autonomie de la pensée humaine. Donc, on a l'impression que la pensée humaine n'est plus une source de connaissance après les révélations divines. Est-ce que le vrai problème, c'est évident? La question de la pensée humaine face à la révélation est une question qui a été posée dès la mort du prophète. Il faut savoir, dès la mort du prophète, les musulmans se sont demandé s'ils devaient se contenter du livre coranique, le livre révélé, s'ils devaient considérer que la révélation était la seule source de connaissance, ou s'il fallait considérer qu'il y a la révélation, mais il doit y avoir aussi la pensée, la réflexion, la pensée humaine, l'être humain comme lui-même source de savoir et de connaissance. Cette question a interpellé les musulmans, comme je viens de le dire, dès la mort du prophète. Évidemment, les musulmans se sont divisés en 2 parties. Ceux qui ont considéré que la révélation était la seule source de connaissance, donc en dehors de la révélation, c'était l'égarement. Et ceux qui ont considéré qu'il y avait la révélation et il devait y avoir aussi l'être humain, car la vérité est révélée, certes, pour les musulmans, mais elle doit aussi être construite par la pensée, par la raison humaine. Et ceux qui ont représenté le courant qui dit que la vérité doit être révélée seulement, ou elle est révélée seulement, le premier à avoir défendu cette position était Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, le fondateur du malikisme. Il faut savoir qu'en Algérie, on est malikite. Donc, c'est le courant qui a considéré que la vérité était révélée et que la pensée ne pouvait s'introduire qu'en dernier recours, c'est-à-dire quand il n'y a plus de solution. À ce moment-là seulement, la pensée peut intervenir. Et cette position est celle, malheureusement, qui s'est répandue davantage dans le monde musulman et au Maghreb d'une manière particulière. Et évidemment, aujourd'hui, on est encore dans l'influence de cette théorie qui a été reprise par Ibn Hanbal, qui a été reprise par
les wahhabites. Donc, ils l'ont reprise avec plus d'exagération, mais c'est le même principe. La vérité est révélée et elle n'est pas construite. La pensée humaine ne doit pas réfléchir, la pensée humaine doit prendre la vérité, elle ne doit pas la construire. Une société qui considère que la vérité ne doit pas être construite par la pensée, est incapable de construire une civilisation, est incapable de construire de la science, de la philosophie, de l'art, et de produire dans le domaine du savoir. Évidemment, il y a eu des exceptions, des gens qui ont essayé de sortir de ces limites tracées par les religieux, mais ils ont toujours trouvé des difficultés, car, comme on l'a vu hier, les religieux les traînaient devant les tribunaux. On a vu ça en Égypte, on l'a vu aussi dans d'autres pays, et voilà, on l'a vu hier aussi en Algérie. Mais il faut savoir que Saïd Djibril n'est pas le seul dans ce cas. Et comme vous le savez, il y a d'autres Algériens, hommes et femmes, qui ont subi les mêmes difficultés, les mêmes ennuis avec la justice algérienne qui aujourd'hui accuse et juge les idées, juge la pensée, juge la vérité. Donc aujourd'hui le juge qui décide de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai dans le domaine du savoir religieux, ce qui est très grave. Alors, justement, Massa Razil Qadani, Ariawi Rayouth Temselt, le législateur et le juge. Alors, le législateur de l'article, justement, 2011, l'article 144 bis 2, parce que c'est le vrai problème, et le juge il doit appliquer le قانون. وقبل نهضر في القانون نضيف la constitution. على حسابي la constitution قسمت توافده est-ce que la notion de la religion, la notion des droits de l'homme, de la liberté, se différait d'une constitution à une autre? La constitution algérienne, la première constitution algérienne a eu lieu en 1963, juste après l'indépendance. Et quand on regarde cette constitution de 1963, elle garantissait la liberté, le respect. Elle respectait les religions et l'exercice du culte. Mais elle ne garantissait pas la liberté de conscience ni la liberté religieuse. Cependant, elle garantissait évidemment les droits de l'homme, étant donné que dans l'article 11 de la Constitution de 1963, cet article dit que l'Algérie respecte donc la Déclaration des droits de l'homme de 1948. En 1976, l'Algérie a eu sa deuxième constitution. À ce moment-là, les droits de l'homme sont inscrits aussi dans la constitution, mais surtout la liberté de conscience. Donc à ce moment-là, l'Algérie, la constitution algérienne stipule le respect de la liberté de conscience. Dans la version arabe, c'est écrit la liberté de croyance, hurriyat al-mu'taqad. En réalité, la liberté de croyance est la liberté la plus proche de la liberté de conscience. Et pourquoi? Parce que la liberté de croyance, les croyances peuvent être religieuses ou non religieuses. Et quand on parle de liberté, autrement dit, c'est la liberté d'avoir une croyance religieuse ou non religieuse et la liberté de ne pas en avoir. La liberté de l'exprimer et la liberté de ne pas l'exprimer. Voilà, donc on est très proche de la liberté de conscience, qui est disons plus large que la liberté de croyance. Mais ce n'est pas loin. Donc déjà, parler de la liberté de croyance dans la Constitution en langue arabe, c'est aussi très important. En 1989, l'Algérie a eu sa troisième Constitution. À ce moment-là, la liberté de conscience, la liberté de croyance sont maintenues et les droits de l'homme sont déclarés dans cette constitution comme un patrimoine pour tous les Algériens et Algériennes, ce qui était très important. C'est pour cela que je dis que la constitution de 1989 est la constitution algérienne la plus aboutie. Pourquoi je dis la plus aboutie? Car la constitution, jusque-là, on n'a pas encore pu avoir une constitution au sens réel du mot, une constitution aboutie.
une constitution qui est arrivée à se construire réellement. Il faut savoir que la constitution, son objectif est de respecter les libertés individuelles contre la tyrannie du gouvernant ou de la tyrannie du roi. Donc là, c'est le premier, on a un pas important vers le respect des libertés individuelles. La Constitution de 1996, elle aussi respecte donc les mêmes libertés. La Constitution de 2016, on ajoute dans cette Constitution l'article 50 qui stipule que la liberté de la presse doit s'exercer dans le cadre, là on met un cadre, le cadre de la religion, des valeurs de la religion, des valeurs morales et de la culture de la nation. En réalité, quand on lit cet article, on se pose la question, mais que reste-t-il de cette liberté d'expression? Mais néanmoins, jusqu'à 2016, on a toujours la liberté de conscience, les droits de l'homme, la liberté religieuse, la liberté, de croyance, car il y a une différence entre la liberté de croyance et la liberté religieuse dans la version arabe. En 2020, l'Algérie donc promulgue une nouvelle constitution le 30 décembre 2020. Et dans cette constitution, la liberté de conscience disparaît dans la version française, la liberté de croyance disparaît dans la version arabe, les droits de l'homme disparaissent dans le chapitre qui concerne les droits individuels et elle a été remplacée par les droits fondamentaux. رازقه justement c'est la question vraiment pour dire خاطر ولا بدل لو تيرم لي droits de l'homme وغنستخدم لو تيرم لي droits fondamentaux. Quelle est la différence entre les droits de l'homme et les droits fondamentaux? Quand j'ai travaillé sur cette constitution, au départ, moi, je ne savais pas que ça a été changé, ni que la liberté de conscience a été supprimée. C'était le mois de janvier environ, ou je pense même le mois de février, quand j'ai commencé donc à travailler sur la constitution concernant les libertés. Étant donné qu'auparavant j'ai travaillé sur le principe de l'égalité, cette fois-ci donc c'était le principe de liberté. Et évidemment dans mon esprit, la constitution algérienne a toujours garanti la liberté de conscience, qu'il n'y avait pas de problème. Je cherchais seulement le numéro de l'article. Et quand je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé dans la nouvelle constitution et je n'ai pas également trouvé les droits de l'homme, et qui ont été remplacés par les droits fondamentaux. Or, les droits fondamentaux ne sont pas les droits de l'homme. Autrement dit, les droits de l'homme sont des droits fondamentaux, mais les droits fondamentaux ne sont pas forcément les droits de l'homme. Quand quelqu'un vous dit « je vous garantis vos droits fondamentaux », la question qui se pose, mais qu'y a-t-il dans cette expression? Quels sont ces droits fondamentaux que vous me garantissez? Je ne le sais pas. Ce qui donne aux droits fondamentaux leur contenu et qu'on connaît tous, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration française de 1798. C'est ces deux-là, ce sont ces deux déclarations qui donnent aux droits fondamentaux un cadre, si je peux dire juridique, mais pas vraiment, mais un cadre bien déterminé qui nous dit qui a le contenu exact de ces droits fondamentaux. Quand on enlève les droits de l'homme, quand on fait plus référence aux droits de l'homme, quand on fait référence seulement aux droits fondamentaux, on ne sait plus de quels droits fondamentaux il s'agit. C'est pour cela que dans l'article que j'ai écrit sur la Constitution algérienne, j'ai dit que cette expression des droits fondamentaux est une expression vague, autrement dit une expression qui n'est pas claire, elle est vague et elle est subjective. Quand quelqu'un vous dit « je vous garantis vos droits fondamentaux », eh bien, mes droits fondamentaux comme moi je les conçois ne sont pas forcément les droits fondamentaux comme vous les concevez. Le seul élément qui nous permet de concevoir les mêmes droits fondamentaux, ce sont les deux déclarations que je viens de citer. Donc l'Algérie a supprimé les droits de l'homme pour les remplacer par cette expression qui est vague. On ne sait pas de quels droits fondamentaux il s'agit.
C'est pour cela, dans l'article, j'ai dit, aujourd'hui, nous avons des droits fondamentaux dans la Constitution qui sont vagues et on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et là, c'est un glissement très dangereux au sein de la Constitution auquel les Algériens n'ont pas réagi. Car la Constitution algérienne a été promulguée le 30 décembre 2020. Les constitutionnalistes n'ont rien dit au peuple algérien. Les juristes n'ont rien dit. Les journalistes n'ont rien dit. Les avocats n'ont rien dit. En tout cas, moi, j'ai cherché. C'est-à-dire, Razika, oui. le problème, c'est que le peuple a rejeté la Constitution, mais la Constitution, ça s'applique sur le peuple. Il faut savoir une chose, que la Constitution, c'est un bien du peuple. Ça appartient au peuple. Les constitutionnalistes qui ont conçu la Constitution, qui l'ont réfléchi à l'époque des Lumières, qui ont pensé la Constitution, comme beaucoup, je peux citer David Hume, je peux citer Ferdinand de Lassalle. Ils ont présenté la Constitution comme un bien qui appartient au peuple. Il protège le peuple, il protège les droits du peuple. Donc la Constitution, c'est notre bien, à nous, le peuple. Et c'est à nous de faire attention à notre bien. Et la Constitution, comme je l'ai dit dans la lettre que j'ai écrite, la lettre ouverte que j'ai adressée au président, la Constitution, si elle connaît des révisions, c'est pour l'améliorer et non pas pour encore perdre des droits. Il fallait à tout prix garder nos droits. Il faut savoir une chose, que la Constitution marocaine, qui remonte à 1962, n'a jamais reconnu la liberté de conscience ni la liberté de croyance. La Constitution tunisienne, elle n'a reconnu la liberté de croyance et de conscience qu'en 2014. Avec, dans le même article 6, elle ajoute que l'État protège la religion. Donc, en quelque sorte, la Constitution tunisienne nous donne quelque chose qu'elle enlève tout de suite. Donc, la Constitution algérienne, sur le plan des libertés, on peut dire qu'elle est la plus évoluée au niveau du Maghreb, jusqu'à 2020. Aujourd'hui, la Constitution algérienne regresse et les Algériens perdent leurs droits. On perd nos droits. Et le peuple se contente de dire oui, parce qu'on ne voulait pas discuter cette constitution. Faux. Les Algériens ont discuté la constitution, ils ont discuté la fonction du président, ils ont discuté la place de la langue dans la constitution, la langue arabe, la langue tamazight. Il suffit d'aller sur Internet pour trouver les articles et les débats. Ils n'ont pas discuté les libertés individuelles du peuple algérien, des individus, des citoyens. Pourquoi ne les ont-ils pas discutés? Pourquoi ils ne se sont pas intéressés? Pourquoi ils n'ont pas regardé du côté des libertés individuelles? Deux ou trois explications on peut donner 2 ou 3 explications, mais la première, je dirais que la majorité des Algériens ne savent pas que la Constitution algérienne leur garantissait la liberté de conscience, tout simplement. 2, les Algériens sont peut-être moins intéressés par leur liberté individuelle. Or, tout est fondé sur nos libertés individuelles. 3, je pense que la lumière à ce moment-là a été mise sur justement la fonction présidentielle et la langue tamazight, la langue arabe dans la Constitution, et tout le monde a regardé de ce côté-là et a oublié de regarder du côté des libertés. 4, nos spécialistes n'ont pas fait leur devoir. Étant donné qu'un peuple, dans toutes les sociétés du monde, un peuple on ne peut pas dire qu'un peuple, tous les peuples lisent la Constitution et savent ce qu'il y a dans la Constitution, mais on a des spécialistes. C'est leur devoir d'alerter le peuple, c'est leur devoir de dire au peuple, regardez ce que vous avez, regardez ce qu'on vous a enlevé, regardez ce que vous pouvez réclamer. Et ce travail-là n'a pas été fait. Et je suis très, comment dirais-je,
je ne suis pas, comment, je veux pas utiliser des mots forts, mais tout simplement, je remarque une chose, c'est que les politiques en Algérie, quand il y a un événement politique, un rendez-vous politique important, ils désertent la scène politique. Sous prétexte, on n'a pas envie de discuter, on n'a pas envie de participer, on n'a pas envie de faire ceci, cela, soit. Mais dans ce cas, qui va faire la politique? Dans ce cas, on laisse le champ aux autres qui, eux, ont fait leur travail. Ils ont supprimé Mais les libertés Razika, de la Constitution. Razika, tout en sachant بلي que le régime politique algérien, donc c'est la ratatouille politique. خاطر ما مقلد باللي que الجزائر Pardon, j'ai pas compris. C'est اللي غامي دابا تفضل le régime politique algérien, la constitution, on l'applique pas. خدمتها كذا شنو هو déjà par rapport aux droits de l'homme. الجزائر a rectifié justement la déclaration universelle des droits de l'homme. الجزائر نضرب لك l'Arabie Saoudite n'a pas accepté la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ils ont fait une proposition des droits de l'homme sur la base de la loi islamique. Et qui en 1981. Il a été adopté en 1990 en Égypte. L'Algérie fait partie des anatiques du Sud. C'est-à-dire, elle fait que l'Algérie a ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le jihad qui a la déclaration universelle des droits de l'homme à la base de la loi islamique qui a été rejetée par l'ONU بشكل قصدني مثلا. C'est le jihad on respecte les droits de l'homme et les libertés individuelles. Le mana, il a qu'à respecter la religion. C'est l'islam, c'est la religion de l'État. Le mana, c'est interdit. C'est-à-dire, en réalité, même la lecture juridique, c'est la lecture politique. en effet, quand je parle de la Constitution, il y a la Constitution, il y a l'application, il y a les règles, il y a la loi. La loi doit être conforme à la Constitution. J'ai donné une conférence il y a quelques jours où j'ai expliqué comment les constitutions au Maghreb, donc l'Algérie aussi, qui normalement ces lois doivent être le fondement de toutes les autres lois, qu'on appelle les lois ordinaires. Donc les lois de la Constitution, les autres lois, ce qu'on trouve dans le droit, doit être le prolongement des lois qui existent dans la Constitution. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple du principe de l'égalité. La Constitution algérienne, encore aujourd'hui, stipule le respect de l'égalité de tous les citoyens et citoyennes. Or, comme vous le savez, la loi algérienne ne respecte pas l'égalité et les Algériens ne réclament pas qu'il y ait l'égalité hommes-femmes. Et généralement, ils pensent que le code de la famille, c'est une affaire des femmes et que les hommes, en grande partie, mais pas tous évidemment, regardent comme des spectateurs. En réalité, la Constitution, normalement, elle doit être déjà conforme avec elle-même, qu'il n'y ait pas des lois contradictoires au sein de la Constitution et conforme avec les autres lois, ce qui n'est pas le cas. Comme vous venez de le dire, et comme je l'ai dit dans cet article, nous avons la Constitution qui dit le respect de la liberté de conscience, en même temps l'islam est la religion de l'État. Donc on voit ici déjà, il y a une contradiction car l'islam ne respecte pas la liberté de conscience. Il y a aussi, dans la même constitution, les droits de l'homme sont respectés. Ensuite, l'islam est la religion de l'État, ou l'article 50, qui est toujours maintenu dans la constitution, qui dit que la liberté d'expression doit s'exercer dans le cadre des valeurs de l'islam. Donc là, on voit des contradictions, évidemment. Mais, évidemment, quand on a un bien, il faut que ce bien, on le préserve pour essayer d'avoir d'autres biens. Mais si vous avez un bien et vous le perdez, vous avez fait une marche arrière. Comment vous allez? La prochaine fois, il faut encore récupérer ce bien pour aller vers d'autres biens. Donc, vous avez encore perdu du temps. C'est cela qui pose problème. Et aussi, le fait que l'Algérie, même si elle ne respectait pas réellement les droits de l'homme, elle ne respectait pas la liberté de conscience, ni l'égalité, elle ne respectait pas, pour rester juste dans la liberté de conscience et la liberté religieuse, mais on n'a pas vu en Algérie des intellectuels poursuivis ou traînés dans les tribunaux pour leurs idées, jusqu'à aujourd'hui. Même si l'article 144 bis 2
a été ajouté en 2011, il était, du point de vue de la Constitution, pas légitime. Donc, il n'a pas été réellement utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, évidemment, parce qu'il est devenu un article tout à fait conforme à la Constitution. Donc, les Algériens ont perdu des droits fondamentaux, et c'est une grave erreur. Aujourd'hui, ils doivent se battre pour récupérer ces droits, pour aller vers d'autres droits. Donc, c'est là que se pose le problème. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup ne le savaient pas et n'étaient pas au courant qu'ils avaient perdu ces droits. Alors, les islamistes ont gagné de la Constitution. En réalité, les islamistes ont gagné la Constitution. Mon article, je l'ai intitulé La Constitution algérienne, les islamistes ont-ils gagné? Évidemment qu'ils ont gagné. Il faut savoir une chose, que les islamistes travaillent et ils savent qu'il fallait travailler sur les textes juridiques. Ils ne peuvent pas s'imposer sans le texte juridique. Quel que soit le pays, quand on a un texte juridique, on a plus de légitimité, on s'impose plus. Aujourd'hui, ils ont les textes juridiques. Ils avaient déjà l'article 144 bis 2 qui a été ajouté en 2011, c'était déjà un acquis. En 2016, ils ajoutent l'article 50 dans la Constitution qui est un autre acquis. Et aujourd'hui, ils suppriment la liberté de conscience, la liberté de croyance. Aujourd'hui, ce qu'on a dans la Constitution, article 51, on a seulement la liberté de l'exercice du culte, qui n'a rien à voir avec la liberté de croyance et ni la liberté de conscience. Et ils ont les textes juridiques. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné dans le domaine des textes. Et les textes fondamentaux, qui sont les textes de la Constitution. Les textes de la Constitution sont les lois fondamentales. Les lois qui doivent être au commencement de toutes les lois. Donc, la Constitution, c'est la base, c'est le fondement de toutes les lois. On ne peut pas aujourd'hui avoir une loi qui respecte nos libertés, de nous exprimer librement, de exprimer notre religion librement, nos croyances, alors que dans la Constitution, il n'y a rien qui garantit cette liberté. Donc, les Algériens ont perdu quelque chose de très grave. C'est pour cela que j'ai écrit au président une lettre ouverte et je lui ai demandé pour qu'il reconstitue aux Algériens leurs droits. Pourquoi? Parce que dans la Constitution, jusqu'à la veille de la révision de 2020, c'est inscrit que les droits de l'homme sont un patrimoine de tous les Algériens et les Algériens. Puisque c'était notre patrimoine, normalement, personne n'a le droit de nous priver de notre patrimoine. Alors, tu as dit à l'article 144 bis 2, إذا يقارد باللي ماذا قال له تعدينا في الدين أو تعدينا في البروفيت دينا تعدي دي الشرع استقسينو comment le juge خاطر quand même c'est une question simple le juge va-t-il procéder justement ماذا قال له ادي بروفي باللي كوا offensé le prophète dans la religion أمي. Oui, c'est une question à laquelle je me suis beaucoup intéressée quand j'ai lu cet article. Et donc, dans la version française, article 144 bis 2, et donc il précise que celui qui offense le prophète et tous les messagers de Dieu, donc risque de 3 à 5 ans de prison et de 50 à 10 000 dinars d'amende. Et quand on s'intéresse à la définition du terme offense, l'offense est une douleur psychologique ou physique qu'une personne ressent à cause des actes ou des paroles d'une autre personne. Donc, c'est un sentiment, étant donné que c'est une douleur. Et une douleur est un sentiment, notamment la douleur psychologique. Et dans cet article, il s'agit de la douleur psychologique. Or, le sentiment est une caractéristique des vivants. Il n'y a que le vivant, l'être vivant, qui a des sentiments. Un mort n'a pas de sentiments. Un objet n'a pas de sentiments. Un animal
un être humain, ils ont des sentiments. L'être humain, il développe encore ses sentiments un peu plus que l'animal, peut-être, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent au sujet aussi de l'animal. Donc, l'essentiel, que le sentiment est une caractéristique d'un être humain. Et là, je me suis dit, mais puisque le prophète est mort il y a 14 siècles, comment peut-on dire qu'il y a au fond ce prophète? Le prophète n'est pas là pour nous dire oui, cela m'a fait mal que cette personne dise telle chose. Donc, qui a décidé que le prophète a été offensé? Ce sont ceux qui disent que le prophète a été offensé. Finalement, ce sont eux qui ont été offensés, mais pas le prophète. Et je vais donner juste un exemple, ou une preuve, ou un argument. Dans la biographie du prophète, les biographes nous racontent que le prophète, dans sa vie, plusieurs fois, a rappelé à l'ordre ses compagnons qui ont décidé qu'il fallait que telle chose soit ainsi ou d'une certaine manière. Il les a rappelés à l'ordre en leur disant non, moi je ne pense pas ainsi et vous vous êtes trompés. Donc, qui dit aujourd'hui, qui peut être sûr de lui aujourd'hui, que si le prophète était vivant, pour qu'il puisse avoir un sentiment, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense, si le prophète était vivant, qui peut avoir la garantie qu'aujourd'hui, il va dire que c'est Saïd Jebel Khir m'a fait du mal et ce sont les autres qui ont raison? Personne. Donc, la justice algérienne, finalement, et la loi et le juriste, et je dirais le législateur qui a mis au point cette loi, a pensé finalement à protéger le sentiment de certaines personnes contre d'autres personnes. C'est pour cela que Mais l'article... est-ce que justement, il y a un problème, Razika? Parce que, principe universel, la loi soit pour protéger les personnes et pas les idées. C'est une idée, l'idée, c'est protégé par la loi, et c'est une autre idée n'est pas protégée par la loi, alors que la loi, le principe, c'est protéger les personnes et pas les idées. Le rôle de la loi est de protéger les personnes et non pas les idées. Et le rôle de la loi, c'est de protéger les droits des individus et non pas les idées. Les idées, ça se discute. Une idée, ce qui protège une idée, c'est sa capacité d'être argumentée rationnellement. C'est sa capacité d'être construite d'une manière rationnelle et avec des arguments justes et rationnels. Et ce n'est pas à la justice de décider qu'une idée est juste ou fausse. Ce n'est pas à la justice de faire ce travail. Quand la justice juge les idées, juge la pensée, on peut dire que la pensée est arrivée à un niveau. Je dirais que la pensée est en danger. Mais le fait que l'article 144 bis, donc il va créer un conflit dans la société parce qu'un citoyen il n'est pas en sécurité, donc la loi ne le protège pas. Donc, le problème, c'est qu'en Algérie, nous avons les conservateurs, les islamistes, les conservateurs, les salafistes. Eux, ils sont contents. Ils pensent que la loi va les protéger contre les autres. Oui, ce que vous dites est vrai. Nous allons avoir une justice qui est au service d'une partie de la population contre une autre partie de la population, ce qui est injuste. C'est pour cela que je dis que cet article 144 bis 2 est contre la morale, et donc est contradictoire à la morale, contradictoire à la politique, l'objectif de la politique, et contradictoire à la religion elle-même. Donc nous avons trois éléments qui sont que l'article ne respecte pas. Le premier, c'est la politique. Le rôle de la politique n'est pas de protéger les idées, mais les personnes. Le rôle de la politique n'est pas de s'intéresser aux convictions personnelles des individus, convictions religieuses des individus, mais de respecter la loi et les droits des individus. Sur le plan moral, la justice doit être la même pour tout le monde et protéger les citoyens de la même manière. Et là, on voit une justice qui protège une partie de la population contre une autre. Et on a une justice qui se mêle de la religion alors qu'elle se contredit avec la religion elle-même. Pourquoi je dis qu'elle se contredit? Car pour
condamner une personne pour atteinte à l'islam, cela veut dire que le juge, lui, détient la vérité absolue. Ça veut dire que le juge, lui, il sait d'une manière absolue ce qui est juste et ce qui est vrai, faux en islam, pour qu'il puisse juger les gens et leur dire, toi, tu es un bon musulman et toi, tu es sorti de l'islam. Donc, il faut que lui détienne la vérité absolue. Alors que dans l'islam, qui est un monothéisme, qui est fondé sur le principe de l'unicité, seul Dieu détient la vérité absolue. Donc on voit un juge là qui sort de son contexte, mais qui se contredit avec sa propre religion. Quand la politique se mêle de la religion, elle va à l'encontre de la religion. Elle fait mal à la religion, elle fait mal à la politique, elle fait mal à l'individu, elle fait mal à la morale. Et donc, voilà un peu le tout de comment le problème se présente. Est-ce que quelque part, l'islam, vous êtes islamologue, est-ce que quelque part, l'esprit de cet article-là, il porte atteinte même à des principes qui sont dans l'islam, l'islam, des surat al-Baqarah, est-ce que le fait que le Coran, la dimension politique et juridique qui est dans la constitution du code pénal, il y a une contradiction? Oui, déjà, je viens de citer le principe de l'unicité, Mabda al-Wahdaniya, qui dit que seul Dieu détient la vérité. Et là, pour que le juge puisse juger, il faut qu'il détienne la vérité. Donc, le juge qui a jugé Jabal Khir se présente comme celui qui détient la vérité et qui a décidé que Saïd Jabal Khir porte atteinte à l'islam et que les autres non. Donc, il faut que lui détienne la vérité. Or, un être humain ne détient pas la vérité. Deuxièmement, évidemment, même si beaucoup de musulmans dans l'islam, aujourd'hui, on ne reconnaît pas la liberté de conscience, mais le verset que vous venez de citer, en effet, il reconnaît le droit à l'individu de croire ou de ne pas croire, donc la liberté de conscience. Quand on travaille sur les textes, ce verset existe, mais les musulmans aujourd'hui ne le reconnaissent pas. Donc, entre l'islam tel qu'il existe dans les textes et l'islam tel que les musulmans le pratiquent, il faut savoir qu'il y a une différence. Et le problème, c'est que les musulmans, quand on parle de l'islam, tout de suite, ils réagissent, non, l'islam, c'est la religion de Dieu, c'est le Coran, c'est ainsi qu'il doit être, il ne faut pas en parler. Mais entre l'islam qui existe auprès de Dieu, l'islam qui existe dans les textes et l'islam que les musulmans pratiquent et tel qu'ils le comprennent et le pratiquent, il y a une grande différence. La preuve qu'il y a un seul Dieu, un seul Coran, un seul prophète et plusieurs. Donc là, on voit que l'être humain a sa part dans cet islam tel qu'il le comprenne et le pratique. Donc l'islam tel que les musulmans le comprennent et le pratiquent aujourd'hui ne reconnaît pas la liberté de conscience. Pourtant, on a un verset, oui, qui peut être considéré comme un principe de la liberté de conscience et la liberté de croyance. يمكن تفهم هذا مسا رزق عدناني 8e siècle هذه الخليفه عبد المؤمن ان اذا ذينا لا une certaine liberté الخليفه سليمان دي سيفكاس une certaine liberté de penser de dire اقلا en 2021 نغال المارشاريه. Comme je l'ai dit, la pensée a connu une défaite très 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 grande défaite vers la fin du XIIe siècle, mais entre le 8e siècle et la fin du 12e siècle, il y avait une grande liberté, évidemment, ce qui a permis à la civilisation musulmane de se construire, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conservateurs et de salafistes et de religieux qui étaient là et qui créaient des problèmes. Mais il y avait des califes comme Al-Ma'moun qui étaient pour la liberté de la pensée, qui était un philosophe lui-même, qui a encouragé donc les philosophes, il a encouragé les sciences, la traduction des livres grecs vers l'arabe, les livres de religion, mais aussi les livres de médecine et de géographie et d'astrologie. Donc, il a encouragé tout ce travail et cette liberté de penser. Mais Al-Ma'moun, lui aussi, s'est mêlé quand même de la pensée, étant donné qu'il a
je dirais, la pensée dans le domaine de la religion, étant donné qu'il voulait imposer la théorie du Coran créée comme la théorie de l'État. Là, c'était aussi une erreur chez Al-Ma'moun, mais après la mort de Al-Ma'moun, il y a eu son frère et encore il y a eu un autre qui s'appelle Al-Mutawakkil, et Al-Mutawakkil a fait le contraire. Il a fait de la théorie du Coran incréée la théorie de l'État. Donc, à ce moment-là, la religion a commencé à se mêler de la politique, de la pensée, de la société, elle y était déjà, et c'est ainsi que peu à peu, on est arrivé à la défaite de la pensée rationnelle, la pensée créatrice, et cette pensée a été encadrée par des principes qui ne lui laissaient aucune liberté pour s'exprimer. Il fallait qu'elle limite. Donc, on était dans l'imitation taqlid de ce qui a été dit et fait par les anciens, qu'il fallait que les musulmans répètent ce que les anciens avaient dit. Donc, à ce moment-là, on est rentré dans une longue période de décadence, et aujourd'hui on voit qu'on ne sort pas de cette peur de la pensée, de cette peur de la raison, de cette peur de la pensée créatrice, de tout ce qui est nouveau. On ne veut pas de nouveau. On ne veut pas de nouveau car tout ce qui est nouveau est considéré comme un égarement. Kullu bid'atin dalal. Ce qui s'est passé au tribunal en Algérie hier, c'est l'application de ce principe kullu bid'atin dalal. Tout ce qui est nouveau, bid'a, il faut le prendre dans le sens ibda', créer quelque chose de nouveau. Donc tout ce qui est nouveau est un égarement. Tout ce qui est nouveau est rejeté car il est considéré comme un égarement. Et là, évidemment, c'est un dérapage grave et dangereux pour la société algérienne, comme je l'ai dit dans l'article d'hier, car nous sommes aujourd'hui dans un monde où les nations cherchent comment garantir leur avenir parmi les autres nations, et les Algériens pensent comment préserver le savoir des anciens, ce n'est même pas la religion, mais le savoir des anciens, comment la majorité des Algériens, une grande partie, ne pensent pas à l'Algérie de demain, ils veulent tout simplement ressembler aux musulmans d'hier. Donc, au lieu de penser à l'Algérie de demain, ils pensent comment ressembler aux musulmans d'hier en les présentant dans une forme on leur a donné une image, on a embelli leur image d'une manière très exagérée, une image qui n'est pas du tout l'image réelle de l'époque. Donc, on est dans cet esprit-là, malheureusement. Je reçois des messages tous les jours de gens qui sont évidemment, il y en a évidemment beaucoup qui sont dans le désir d'aller vers le nouveau, vers le changement et qui pensent à l'avenir. Mais une grande partie aussi me répète qu'il faut respecter les anciens, salaf salih. Dès qu'on leur parle de l'Algérie d'aujourd'hui, ils nous parlent d'Omar ibn al-Khattab, des anciens. Il faut penser à l'Algérie d'aujourd'hui et comment garantir la place de l'Algérie demain. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans une époque, et ça a toujours été comme ça de toute manière, hein, dans l'histoire de l'humanité, la place des faibles n'est pas garantie. Ceux qui garantissent leur place, ce sont les forts, ceux qui sont forts économiquement, scientifiquement, socialement, intellectuellement, humainement. Ce sont ces gens-là qui arrivent à s'imposer. Évidemment, nous, on pense à ressembler au passé que de garantir notre avenir. C'est l'avenir de la nation algérienne qui est en danger aujourd'hui. Avec un peuple qui pense au passé et non à l'avenir, la nation est en danger. Cela ne veut pas dire que le passé, il faut nier le passé, mais le passé doit être un patrimoine, mais pas une vérité. Un patrimoine qu'on prend pour comprendre les choses, et pas que dans le domaine religieux, dans le domaine philosophique, scientifique, dans tous les domaines, mais le passé n'est pas la vérité.
c'est une forme de vérité qu'on peut prendre en considération pour l'étudier, pour la critiquer, pour voir ce qu'il y a de bon, de mauvais, et d'aller vers autre chose de nouveau pour nous permettre d'exister aujourd'hui dans le monde. Dans le monde aujourd'hui qui est difficile. Et l'Algérie a connu le colonialisme. Elle a connu le colonialisme car elle a été une nation faible. Et il faut que demain, elle réfléchisse comment avoir une place et ne pas être encore une nation faible. Il faut que les Algériens soient plus pragmatiques, réalistes et pragmatiques et rationalistes et des gens qui ont les pieds ancrés dans la réalité. Il faut savoir que le passé est passé avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, c'est du passé. Aujourd'hui, il faut aller vers l'avenir et réfléchir comment construire une nation forte. Et une nation forte ne se construit pas sans une pensée libre et sans un être humain capable de réfléchir, un être humain qui n'a pas peur de réfléchir, un être humain qui est comment dirais-je, qui est en sécurité par rapport à sa vie autant qu'être penseur, mais aussi autant qu'individu tout court. Donc, évidemment, ce qui... انشتاقي هذا تعدد قرية ولا لا فراس دو محمد أركون الجهل المقدس والجهل المؤسس هذا l'ignorance sacrée ou l'ignorance institutionnalisée اسبوسا كيما ثمقرض اني قدروا اسبوسا سي كو امذانا اكان ولك بيشفان كيما ساجا بالخير بن شيخ وذي قار وذي سنن الدين وذي تقريبا سنن الدين ابا كنش ندير صحراء ومكان داخلنا تمتير مشى نتروحوا نتاكم التيكتيوين بوذي لا ندير القار وس 13 وس 12 وس 11 على حسابي باش تبدل ثموغلي باش تبدل العقليات اذا كاين زمان كسلي ليورون ساكينيا ايوا كنا فيك ازال يتمسنا وكتفات. J'ai pas très bien compris quand même. ني غامي اشتاقي بغي تخممي يروح على لا فراس ديالنا محمد اركون الجهل المقدس والجهل المؤسس خاطر سبوساكي دايرين تعيشي سبوساكي تمتينا صدير امذانا يغران الدين امذانا تقريبا هذه السنه مكملين يستامولوغ بودا داني اكزومبل بن شيخنا هذا سعد جاب بالخير سي دي جو تخمم سوليسيون دغ الطابله تيكتيوين كان محمد شحرور دانا تيكون يجي مي اسبوسا كراك مذانا وقبلنا راه اون ايدي تدخل في اين في يومنا le fait de refuser le débat contradictoire de refuser des nouvelles idées أغيشكشم القالب مقار و les conséquences sont graves. La place du penseur, de l'intellectuel, elle est difficile déjà, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent quand même, qui veulent comprendre, qui posent des questions, même si évidemment il y a d'autres qui n'acceptent pas, et cela crée le débat et qu'on discute entre nous. Il n'y a pas de problème. On les écoute et nous écoute, on discute. Ce qui est un problème quand les gens sont dans l'insulte et la violence. Mais la discussion, il n'y a pas de problème quand on discute. Ce qui est un problème, la violence évidemment, si quelqu'un est contre moi et je pense qu'il faut aller l'agresser ou le tuer parce qu'on n'est pas d'accord sur les idées, là ça devient grave. Quand la loi intervient dans le débat intellectuel, ça devient aussi grave. Donc, les choses sont graves quand il y a de la violence. Les gens, au lieu de présenter un argument, ils agressent. Ils préfèrent l'insulte, l'agressivité, la violence à la discussion, à l'argumentation. Et quand c'est l'État qui intervient, donc on a la jahl al-muqaddas, ce sont les individus qui pensent ils détiennent la vérité sacrée. Donc pour eux, ils sont même l'équivalent de Dieu, hein, ils représentent Dieu sur terre. C'est le jahl al-muqaddas. Le jahl al-mu'assas, c'est l'État qui intervient dans le domaine de la religion pour imposer des idées et qui n'a pas le droit d'imposer telle ou telle idée, car ce n'est pas son rôle. La pensée doit être libre, la pensée se défend par l'argumentation et non par la loi. Pas par la force, mais par l'argumentation. Celui qui a raison est celui qui a le plus d'arguments qui arrivent à convaincre les individus. C'est là la force d'une idée. C'est celle qui a les arguments qui lui permettent
de se défendre. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des idées qui n'arrivent pas à les défendre. Tant pis pour eux. Mais ceux qui ont des idées et qui arrivent à les défendre, c'est tant mieux. Et c'est là, c'est ainsi que le débat se fait, c'est ainsi que les idées s'affrontent et aussi se construisent. قرن استقباليت إمغين الصفا معقول من بعد ديت بقول ما تبقل في مورا نظنا وكتزنت ميم العربية السعودية إلي سايد افونسي هذا تبدل لي الواينس نكوني غون غادي تمور دو بلوز اون بلوس اقلا غنتسوغال غير دفير دونك على حسابي مكميني كيس كيل بريبار لو فيت كو لا لوا تكشم تفرق ديال لي زيدي تدعوك ديون الكورون وتداروك دوايض au lieu de protéger les citoyens, le fait que la constitution avec les islamistes au lieu de principes universels, c'est la garantie de tous les citoyens. La constitution, c'est pas elle qui a été vers les islamistes. Ce sont les islamistes qui, eux, ont travaillé, ils ont imposé leur volonté et les autres n'ont rien fait. Donc il faut que les autres aussi assument leurs responsabilités. Les démocrates, les laïcs, les modernistes, ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils n'ont pas fait leur travail, le travail qu'il fallait qu'ils fassent. J'ai pas très bien saisi la question, mais je n'arrive pas à répondre à ta question parce que je l'ai pas saisie. La question est simple. L'Arabie Saoudite c'est un pays conservateur à l'Esqaf. Ça y est, excuse-moi, j'ai compris. Donc, pour l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, on dit plein de choses sur l'Arabie Saoudite. Certains sont justes, d'autres non. Mais je préfère parler des Algériens, des Maghrébins en général. Moi, j'ai écrit un livre que j'ai intitulé La nécessaire réconciliation parce que ce qui m'a poussé à écrire ce livre, justement, c'est la grande partie des Maghrébins. Je l'ai écrit en 2012 et il est sorti la première fois en 2013. C'était la grande partie des Maghrébins qui niaient leurs origines, ce qu'ils sont, et préfèrent dire qu'ils sont arabes. C'est la question que je me suis posée, pourquoi ? Et j'ai commencé à travailler sur le sujet et je suis arrivée évidemment à découvrir Ibn Khaldoun, ce qu'il a dit au sujet des Maghrébins. Et toute mon analyse est partie à partir de là. Et donc, je suis arrivée à une conclusion qu'au Maghreb, à partir donc, du 7e siècle, avec l'arrivée de l'islam, beaucoup de Maghrébins ont ressenti une forme je dirais, une forme d'infériorité, de sous-estimation de soi par rapport aux Arabes, une fois qu'ils ont embrasser l'islam. Comme si un arabe qui a reçu le livre, où le prophète est un arabe, donc ils sont plus honorables que les berbères qui n'ont pas eu de prophète, qui n'ont pas eu de livre saint. Donc ils se sont sentis diminués. Pas tous évidemment, faut jamais généraliser, mais surtout l'élite, la classe qui était proche du pouvoir et proche de la culture. Ce sentiment d'infériorité a fait que chez beaucoup, il y a eu une forme d'excès de zèle. C'est pour cela Ibn Khaldoun parle d'excès de zèle. Il dit chez les berbères, il y a eu un excès de zèle concernant la religion. Et je constate qu'aujourd'hui, les Maghrébins, ils sont encore dans cet excès de zèle. Et les Algériens sont dans cet excès de zèle par rapport à la religion. Et quand il y a un excès de zèle, il reflète toujours un sentiment d'infériorité. On veut faire plus que les autres quand on se sent un peu, quand on est miné un peu par ce sentiment d'infériorité. Donc, est-ce que la question qui est posée, les Maghrébins sont toujours dans ce sentiment d'infériorité par rapport au Moyen-Orient? Et je pense dans le monde, chez les islamistes, chez les conservateurs, pas les autres, mais chez les conservateurs, chez les islamistes, chez les salafistes, je dirais oui. C'est pour cela qu'ils sont toujours dans l'envie de faire plus que ce qu'on leur demande. Mais jusqu'à maintenant, Erthura a parlé de l'islam, parlé de la religion en général, c'est un sujet tabou. Quel est le rôle justement des intellectuels pour ouvrir le débat le problème le débat il peut tenir le discours de la population
باش نتصور راه على الستاد اني ذا وين السيناريو غير يهضران الى قدام مستوى ديال الصحوات كومون بو كاسي سو تابو لا اي ديسكوتي. C'est une question un peu qui est un peu difficile pour répondre à cette question, mais je dirais qu'aujourd'hui, à un certain moment en Algérie, on avait une télé, c'était la télé, c'était donc qui appartenait à l'État, une chaîne de radio qui appartenait à l'État. C'était difficile au temps d'Arkoun de rentrer en contact avec la population. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de communication et on peut donc avoir ce contact avec la population et d'exprimer nos idées à travers beaucoup de moyens de communication. Évidemment, il y a toujours beaucoup de personnes qui ne respectent pas les spécialistes dans leur domaine, ne respectent pas les intellectuels. On voit sur les réseaux des insultes. Elles sont très répandues en Algérie, les insultes de gens qui ne présentent pas d'arguments, qui ne peuvent pas argumenter, mais ils ont une idée et ils veulent l'imposer par l'insulte. Mais ce n'est pas cela qui va empêcher un intellectuel de s'exprimer. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de nous exprimer. Ce qui est difficile, c'est quand la loi intervient ou la violence empêche un intellectuel de s'exprimer. Là, ça devient un problème. Sinon, évidemment, quelle que soit la situation, il faut discuter, il faut continuer de parler, et parce qu'il y a aussi beaucoup d'Algériens qui ont besoin aussi d'entendre un autre discours. تلميذ ثم قرنتي مسا رزق عدنا لا تسمت هذا كنين يا اموات صيف غد الليفرين والمسما pour ne pas céder à leur texte et pensée. C'est le dernier livre de fin du mois de février, c'est ça? Oui, merci. Voilà, donc c'est les textes que tu fais dans le livre. Oui, des textes que j'ai écrits entre 2010 et 2020. ثلمي ثم قرنتي مسا رزق عدنا ثلمي ثم قرنت في القديشين وثلمي ثم قرنت مثل قبل الدرا في سقسيننا رزق هذا قبل الفرق وزر غير مثل الحاجه تبغى تدم السلايض فلاسه هاتنكم تفكي غير تقسي مثلا à vous la parole. Hein? Non, merci à toi, merci à tout le monde. Merci pour tout le monde, voilà. Et à la prochaine, merci. تلميذ ثم قرنت مسا رزق عدناني ادير انا تصغى في السقسين نغا في ليك شدنا غا في تمثال تاكي يكشدنا غير القانون خاطر سبا ساكيني غشو كوارن يعر ذاك ني ماذا قال ان ايديولوجي تكشم داخل لا كونستيتيسيون وتكشم داخل لا لوا امذانا سعنا سيبور جوريديك اثني تعاونن الو كما تربيح ضيول السبا ساكيني امذانا قادرين كيف نقزرف الزرف نغ القانون يتوخذان يوكني غادي يدافع في مذانا اكن اللان ماشي غاف تخمام من سن ام كذا تكفيوين ذا منهم كل ولد يفكر ارغيومهم كل ولد داوي تمسنينس غافانش تاقيا يوكلنا نظر الزات يوكلنا وضر وخا من التفات الى قادرين تكفيوين خاصه بكاره تديري القدار السباسه موت بدلاله من داوت موت بدلاله والصادوف موت بدلاله تخمام ونزمران نبنو ثامورت يقالزن غير ساس غير رزكا امي غا السباسه كينيا ماذا قلا وغير هارع وزكا نوكاد الزكا هذا غيوغال ذا زكا جاكو دين على الخير Merci. Merci. Merci, Razika. Merci. Au revoir.